Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Nicolas Tanzer, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes haut fonctionnaire et enseignant à Sciences Po. Vous faites paraître aux éditions de l'Observatoire un essai intitulé « Fin de la politique des grandes puissances », un livre comme un plaidoyer argumenté en faveur de la centralité des puissances moyennes, des États intermédiaires dans le concert des nations, des États dont l'impact sur la sécurité collective, écrivez-vous, sera décisif à l'avenir. Je voudrais qu'on démarre ensemble, Nicolas Tanzer, avec le sort d'un État, d'une nation en guerre, l'Ukraine. Qu'attendez-vous des discussions du jour à Istanbul entre Russes et Ukrainiens? Ce sont les premiers échanges directs entre les deux parties depuis 2022 et auxquels ne participera pas finalement Vladimir Poutine, qui en avait pourtant lancé l'idée il y a quelques jours. Écoutez, je vais vous dire très franchement, je n'en attends rien. Je n'en attends rien pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Russie a envoyé des négociateurs, entre guillemets, qui sont plutôt des seconds couteaux. Ceux-là factice, dit Zelensky. Oui, voilà. Et ceux-là même, d'ailleurs, enfin en tout cas deux d'entre eux, qui déjà étaient présents dans les soi-disant négociations de mars 2022 à Istanbul. Et on sait que ces négociateurs, notamment Fomin, avaient dit à Podolyak, qui était un des conseillers de Zelensky, qu'il est d'ailleurs toujours, écoutez, soit vous vous rendez, soit nous allons continuer les massacres, terme employé, de la population ukrainienne. Donc ce sont des gens qui vont répéter exactement les mêmes récits. Il est parfaitement évident que Poutine ne veut pas la paix. Il veut exterminer les Ukrainiens, parce qu'il a lancé vraiment une guerre d'extermination, et je pèse mes mots en disant cela. Il ne veut pas la paix, il veut subjuguer complètement l'Ukraine. Et je crois que si on lui laissait d'une certaine manière la moindre chance d'aboutir dans des prétendues négociations, avec notamment la capture validée par ces négociations des territoires déjà occupés par la Russie, cela signifierait que Poutine aurait d'une certaine manière gagné, que la force et les crimes contre l'humanité payent, et ce serait aussi donner une chance à Poutine d'aller encore plus loin dans la guerre en Europe. Est-ce que malgré tout, Poutine a été piégé par le fait que cette proposition a été acceptée par Zelensky, soutenue par ses alliés occidentaux? Mais oui, disons que Zelensky a montré, ce que tout le monde sait, mais c'était important de le dire à la face du monde, que lui, bien sûr, et la nation ukrainienne, voulait la paix, et voulait en tout cas accepter un cessez-le-feu, puisque dès le 11 mars, donc plus de 2 mois, le président Zelensky a dit clairement, nous, en tout cas, la trêve, nous l'acceptons de manière inconditionnelle. Poutine ne l'a jamais fait. Au contraire, il a massacré, comme toujours, des civils de plus en plus, allant jusqu'à attaquer une église le dimanche des Rameaux, massacrant des enfants, attaquant des terrains de jeu, faire ce qu'il fait finalement depuis plus de 3 ans désormais, sinon 11 d'ailleurs, en fait, puisque la guerre a commencé en 2014, il faut toujours le rappeler. Donc il n'y a aucune appétence. Mais effectivement, le président Zelensky a dit, attendez, et surtout vis-à-vis de Trump, c'était important, de dire, écoutez, moi je suis prêt bien sûr à discuter, je suis prêt à conclure des dialogues de bonne foi, et je suis même prêt à rencontrer Poutine. Mais Poutine, vous savez, c'est une sorte de petit dictateur terré dans son trou, dans son bunker, qui a peur. C'est un petit type, un ancien petit criminel, un petit mafieux de Saint-Pétersbourg, ce que montre très bien notamment le livre de Catherine Belton. C'est un type qui est lié à la mafia russe et qui en fait a peur de rencontrer quelqu'un qui montre un courage extraordinaire, qui est finalement beaucoup plus fort que lui, qui est le président Zelensky. Il ne souhaite pas aussi le légitimer politiquement. Voilà, exactement. Et bien sûr, parce que lui, il considère, alors on sait bien que Poutine n'a pas véritablement été élu, quand on connaît les conditions d'une élection en Russie, devant quelqu'un qui est légitimement élu par le peuple et qui en plus a un taux d'approbation de plus de 75% dans son propre pays. Pourquoi présentez-vous l'Ukraine comme le modèle de la nation du futur, et en quoi cette jeune nation indépendante et son armée pourraient contribuer à l'avenir, Nicolas Tanzer, à la sécurité collective européenne? Alors je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a un premier élément, c'est que c'est véritablement une nation politique, pour reprendre même les termes qui étaient ceux d'Ernest Renan, une nation qui se définit par une volonté politique, et ce n'est pas du tout une nation ethnique comme la Russie. C'est une nation qui parvient à faire cohabiter
des communautés très importantes, une communauté juive, et voyez d'ailleurs le grand rabbin d'Ukraine, sa présence extraordinaire d'ailleurs sur l'ensemble des réseaux dans la défense de l'Ukraine, combien il explique combien en fait la communauté juive et l'Ukraine ont un dessein indissolublement lié. Vous avez aussi une communauté musulmane, les Tatars de Crimée, qui vivent en parfaite intelligence. Vous avez des orthodoxes, bien sûr, vous avez des catholiques non orthodoxes, par définition, des chrétiens d'autres obédiences, des athées. Vous avez des gens avec des origines extrêmement différentes qui, encore une fois, cohabitent et qui se définissent ensemble comme une nation libre et politique. Et le deuxième élément, c'est que quand vous voyez aujourd'hui l'Ukraine, j'y étais encore la semaine dernière, oui. Oui, l'Ukraine, c'est une nation qui innove de manière absolument extraordinaire. L'année dernière, elle a produit 1,5 million de drones. Elle en produira 3 millions cette année. Elle a présenté également tout un programme de construction de missiles balistiques. Vous avez déjà environ 50% de l'armement qui sert pour l'Ukraine pour se défendre contre la Russie, qui est produit en Ukraine même. Et ce que me disait, alors il y a 2 ans encore, quand j'y étais, d'ailleurs, les vice-ministres de la Défense, c'était assez intéressant. Ils faisaient une comparaison d'ailleurs avec Israël il y a 40 ans. Ouais. Ils disaient finalement, nous avons compris à un certain moment que nous sommes seuls et que nous devrons assurer notre sécurité collective, et même il a employé le terme qui est connu en France, d'autonomie stratégique par nous-mêmes. Et je crois que c'est une start-up nation finalement. Voilà, c'est une start-up nation, mais c'est l'inventivité. Mais l'inventivité, pas uniquement des forces armées, des officiels, mais aussi des citoyens. Ce sont aussi des citoyens qui ont créé, par exemple, des applications pour signaler des dangers, pour signaler la présence de mines à tel ou tel endroit, qui avertissent. C'est une nation aussi, par exemple, beaucoup plus facile, même qu'en France, d'obtenir son passeport ou des papiers d'identité ou un permis de conduire. Enfin, voilà, c'est cette nation-là qui, je pense, sera un exemple. Et imaginez la plus forte armée d'Europe aujourd'hui, qui est l'armée ukrainienne, intégrée à l'OTAN, ce que je souhaite le plus vite possible, ça serait une contribution extraordinaire, unique, à la sécurité de l'Europe elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'Ukraine qui bénéficierait de l'OTAN. Voilà, c'est l'OTAN qui bénéficierait de l'Ukraine. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un fardeau pour l'OTAN. Au contraire, c'est un avantage. Pour l'Union européenne, vous voyez, dans le poids des négociations, par exemple commerciales, avec la force de l'agriculture ukrainienne, ce ne serait pas du tout un inconvénient pour les agriculteurs français, polonais ou autres. Ce serait au contraire un atout. Qu'est-ce que nous dit la géographie de cette réunion à Istanbul? Est-ce qu'elle confirme, selon vous, l'influence grandissante de la puissance turque? Alors, je pense que la Turquie est particulièrement habile. Le président Erdogan est très habile dans ses négociations. Et je ne parle pas de ce qui se passe sur le plan intérieur, qui est absolument catastrophique en termes de persécution, d'atteinte aux droits de l'homme. Mais sur le plan extérieur, le président Erdogan a compris d'abord qu'il avait été très souvent roulé par Vladimir Poutine, notamment d'ailleurs à propos de la Syrie. Il l'a très bien compris. Alors il a gardé une relation malgré tout correcte pour des raisons économiques avec la Russie, mais il soutient l'Ukraine depuis le début. Vous savez, les premiers drones turcs ont été livrés à l'Ukraine déjà en 2016 et que là, vous allez avoir une joint venture turque et ukrainienne pour reproduire aussi de nouveaux drones sur le sol ukrainien. Erdogan défend aussi les Tatars de Crimée. Il a dit, mais l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et notamment bien sûr la Crimée, qui est ukrainienne en vertu du droit international, ne sont pas véritablement négociables. Alors en même temps, il reste aussi dans une forme d'ambiguïté. Ça, il ne faut pas le nier non plus. Il essaye aussi de tirer son épingle du jeu et il considère que avec en particulier la question stratégique de la mer Noire, ce sera mieux d'avoir l'Ukraine présente plutôt que la Russie. Et aujourd'hui d'ailleurs l'Ukraine, aussi grande victoire de l'Ukraine, a débarrassé en quelque sorte la mer Noire de la présence des navires russes. C'est aussi un succès extraordinaire qu'on ne met pas assez en avant. Et j'ai pu voir encore la semaine dernière en Ukraine, vous savez, le front, il ne bouge pas. Quand certains disent, oui, mais l'Ukraine va perdre. Non, l'Ukraine aujourd'hui tient. Elle n'est pas capable de récupérer, parce qu'elle n'a pas assez encore d'armes, l'ensemble des territoires occupés par les Russes, mais elle tient. Elle n'est pas du tout dans une position de défaite. Page 222, Nicolas Tanzer, vous écrivez justement que de toutes les puissances du Moyen-Orient, la Turquie dispose du plus d'atouts pour exercer une large influence au-delà même de son espace régional. Est-ce que cela est possible malgré l'autoritarisme grandissant de son régime? Vous l'évoquiez il y a quelques instants, notamment face à l'opposition. Je pense que c'est l'un des véritables problèmes. Je pense qu'effectivement, quand vous avez un régime autoritaire qui devient de plus en plus hostile à la règle du droit, je pense que ça l'affaiblit sur le plan
plan international. C'est le cas d'Erdogan, c'était le cas d'ailleurs avant des régimes militaires qui se sont succédés en Turquie. Je pense que c'est le principal obstacle. Alors aujourd'hui, Erdogan joue assez bien, mais ce ne sera qu'une Turquie démocratique qui pourrait véritablement remplir complètement ce rôle. Parce que aujourd'hui, vous voyez, même au sein de l'OTAN, dont la Turquie est membre, elle attire quand même un grand nombre de reproches, de critiques. Les autres pays européens hésitent à franchir le pas, par exemple, de faire entrer la Turquie dans l'Europe, ce qui est inimaginable aujourd'hui pour les raisons évidemment qu'on sait. Un vieux serpent de mer aussi. Voilà, et donc, mais c'est en même temps quelque chose qui avait été promis en 1963 déjà à la Turquie et qui a été concrétisé en 1999 lors du sommet européen de Copenhague, qui avait dit la Turquie est un pays candidat, nous reconnaissons la candidature, mais plus rien après. Mais évidemment, avec le régime turc tel qu'il est, c'est absolument impensable. Ça, toute personne ne peut y songer sérieusement. Mais c'est un des obstacles, et je pense que c'est aussi une leçon pour d'autres puissances. C'est-à-dire que plus elles vacillent vers un mode de gouvernement autoritaire et répressif, moins elles ont les chances de se faire entendre, parce qu'elles sont aussi beaucoup plus soumises au flot, si j'ose dire, d'alliances inconstantes. Personne ne peut leur faire conscience. Et d'ailleurs, quand on voit la Turquie depuis 10 ans, c'est vrai que sa politique étrangère est extrêmement erratique, malgré tout. La morale compte encore en matière de relations internationales quand on entend Donald Trump expliquer finalement que devant ses hôtes du Golfe que l'Amérique n'avait pas de modèle à leur proposer ou à leur imposer, que ce qu'il faisait était parfaitement respectable. On a l'impression que cette donne est un peu moins pertinente que dans le passé, notamment du point de vue américain. Alors, du côté de l'administration Trump, oui, c'est parfaitement exact, mais je ne parlerai pas, à vrai dire, de morale. Je parlerai de quelque chose qui est en quelque sorte sa traduction terrestre, qui est le droit international. Je pense que le droit international est très important, c'est-à-dire que quand vous avez un État qui viole le droit international de manière massive, c'est le cas de la Russie, c'est le cas bien sûr de la Chine, c'est le cas de l'Iran, c'est le cas de la Corée du Nord, etc. Eh bien, il donne des signaux sur le danger qu'il représente par rapport aux autres nations. Et quand vous voyez Donald Trump qui dit par exemple le Groenland c'est un enjeu de sécurité majeur, je peux le récupérer, le Canada va être le 51e État des États-Unis, qu'il donne en quelque sorte, qu'il montre. Il avait montré à propos de la Russie et des crimes contre l'humanité, de guerre, de génocide commis par la Russie, une forme d'indifférence. Je pense que c'est extrêmement dangereux pour l'ordre mondial. Et surtout, ça ne permet pas d'avoir une juste appréhension. Et c'est là où je pense que sur le plan analytique, c'est très important, de ce que ces États sont capables de faire. Ça crée une incertitude et ça crée en quelque sorte, pour moi, ce que fait la Russie et ce qu'a semble accepter des gens comme Trump, ou ce que fait la Chine, pour moi, c'est une remise en corde de l'ordre fondé à Nuremberg. Et je prends toujours Nuremberg comme référence pour des tas de raisons, y compris personnelles. Mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que cet ordre-là qui avait défini quand même le licite et l'illicite, y compris dans la conduite de la guerre, c'est véritablement une loi supérieure dont nous devons avoir la mémoire, mais que nous devons toujours actualiser. L'histoire compte moins chez Donald Trump que chez Joe Biden, par exemple ? Alors, je pense que Joe Biden a été l'un des fossoyeurs de la politique étrangère américaine. Après Obama, d'ailleurs. D'une manière, on va en parler dans le détail dans quelques instants. George W. Bush aussi, d'une certaine manière, avait déjà commencé. Je pense que Joe Biden avait des bonnes paroles sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur le droit international, paroles très justes, mais que toute l'action des États-Unis sous son mandat et celui d'Obama démontrait exactement le contraire. Trump est juste une forme, si vous voulez, beaucoup plus décomplexée, d'affirmation d'une puissance qui n'a cure pour l'ordre international et le droit international. Trump achève en fait Obama et Biden le retourne parce que vous avez eu toujours cette tentation. Alors, est-ce qu'elle va durer ou pas? Je n'en sais rien. Cette tentation d'alliance avec les puissances révisionnistes. Et ça me paraît extrêmement inquiétant à partir du moment où vous n'avez plus les États-Unis qui se présentent non pas comme gendarmes du monde à proprement parler, mais comme garants d'un certain nombre de principes
internationaux, y compris celui, bien sûr, de la Charte des Nations Unies. On reviendra, Nicolas Tanzer, dans quelques instants à la fois sur le Moyen-Orient et sur les États-Unis. Encore un mot ou deux sur la Russie. La Russie qui, écrivez-vous, jette ses derniers feux meurtriers et n'est forte que de notre faiblesse. Elle ne dispose d'aucun avenir. Sur quoi repose ce constat très sombre sur l'avenir de la puissance suisse? Est-ce que, par ailleurs, vous considérez que Vladimir Poutine incarne cette Russie qui ne se résout pas à la fin de son empire? Alors, d'abord, si on prend le constat très simple, un constat très simple sur l'état de l'économie russe et de la société russe, pour moi, il est totalement évident. J'avais déjà écrit d'ailleurs cela dans un ouvrage qui était paru début 2011. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Il se trouve que j'ai enseigné pendant 2 ans à Saint-Pétersbourg. Enfin, j'y allais une semaine tous les 3 mois, entre 2006 et 2008, jusqu'à ce que le doyen de la faculté et tous les profs s'exilent, parce qu'ils étaient opposants, évidemment, au régime de Moscou. C'était des esprits libres, des personnes qui sont restées d'ailleurs des amis pour une grande partie. L'économie s'effondrait. Aujourd'hui, quand vous voyez l'inflation, qui est officiellement à 8,9%, en fait, c'est plutôt de 20%, un taux directeur de la Banque centrale russe à 21%, ce qui fait que le taux d'emprunt pour les entreprises et particuliers, c'est entre 25 et 30. Quand vous voyez la Russie puiser sur l'ensemble de ses réserves, de ce qu'on appelle son fonds souverain, quand vous voyez la chute du rouble, quand vous voyez tout simplement le délabrement total des infrastructures civiles, que ce soit les hôpitaux, on l'a vu d'ailleurs pendant la crise de la Covid-19, que ce soit les écoles, que ce soit les routes, tout est concentré sur l'économie de guerre. Plus de 8% du PIB, sans doute même 12%, est consacré à l'économie de guerre et à la guerre de l'information. Plus de 40% du budget. Derrière, vous avez une Russie qui n'est plus capable, d'une certaine manière, d'assurer le bonheur de son peuple. Mais dès lors, économiquement, cette guerre peut durer du point de vue russe? Alors, là où ça peut durer, c'est pour une raison très simple. C'est d'abord parce que, malheureusement, les Russes sont habitués. Ils ont été habitués aux pénuries déjà à l'époque soviétique. Oui. Ça, on le sait, pendant très longtemps. Ensuite, vous avez énormément, notamment dans les villages, dans les petites villes, de phénomènes d'autoconsommation et de troc. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui ont un petit lapin de terre, qui cultivent quelques salades, des cornichons, des carottes, ou que sais-je encore, et puis qui vont échanger ça avec la poule du voisin. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans des systèmes extrêmement archaïques, avec une grande pauvreté. Vous savez, c'était très frappant de voir, vous savez, les Russes qui étaient arrivés en Ukraine, les premiers, qui volaient, ils volaient les micro-ondes, les toilettes, ils volaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, parce que tout simplement, chez eux, ils n'avaient pas d'eau courante. Enfin, dans certaines, je ne parle pas des grandes villes, où là, effectivement, il y a même une forme de rutilance, même indécente, d'une certaine manière, obscène. Mais dans beaucoup de petites villes, vous n'avez rien. Et ça peut durer malheureusement extrêmement longtemps. Vous avez un taux de grande pauvreté qui atteint 18% environ de la population. Mais vous n'avez aucune appétence pour la révolte. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui, pendant plus de 90 ans, si on prend le régime soviétique plus l'ère de Poutine, dont l'esprit a été complètement lavé, si vous voulez, par la propagande, des gens qui ne considèrent pas qu'un autre monde est possible, une autre société est possible, un autre régime est possible. Donc il faudra, je pense, l'effondrement par la victoire de l'Ukraine et la défaite russe totale pour que après 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais rien, je ne sais même pas si c'est possible, les Russes parviennent à la conscience de tout ce qui s'est passé, et la conscience des crimes qui ont été commis entre le nom. Vous savez, Karl Jaspers parlait de la culpabilité allemande, culpabilité collective après la Seconde Guerre mondiale, même si tous les Allemands n'avaient pas directement, eux-mêmes personnellement, commis des crimes ou participé à la Shoah. Mais vous aviez cette conscience collective. Et là, aujourd'hui, il doit y avoir cette conscience collective du crime. Ce n'est, vous rappelez-vous aussi, qu'en 1985, le 8 mai 1985, c'est-à-dire 40 ans après la victoire, que Richard von Weizsäcker, le président allemand, a reconnu cette culpabilité. Et il a dit, heureusement que nous avons été vaincus. J'imagine peut-être que dans 35 ans, 40 ans, vous aurez une personnalité russe capable de dire ça. Je ne sais pas si. Voilà, je mets beaucoup de peut-être, beaucoup de si, je n'ai absolument aucune certitude là-dessus. Est-ce que, Nicolas Tanzer, c'est aussi à l'aune de la fragilité russe structurelle que vous lisez le rapprochement ces dernières années entre Pékin et Moscou? Est-ce que c'est une manière pour les Russes, la seule peut-être, de sortir de l'isolement international qu'elle connaît? Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières pour la Russie. Alors, il y a bien sûr le fait qu'elle se mette en quelque sorte de plus en plus dans les mains et dans l'orbite de Pékin. Parce que si on vous comparait la puissance russe et la puissance chinoise, voilà, il y a pas photo, si j'ose dire, bien sûr. Et en fait, la Chine considère qu'elle contrôlera à un certain moment, elle en contrôle déjà une partie, contrôlera évidemment la Russie. Xi Jinping, dictateur,
totalitaire, considère que s'il y avait une transition démocratique en Russie, ce serait un mauvais signe. Vous savez, tous les dictateurs, que ce soit d'ailleurs en Iran, que ce soit en Corée du Nord, craignent évidemment cette contagion démocratique. Donc il y a une forme de solidarité entre les pouvoirs voilà, c'est autoritaires. cette solidarité. Et puis, vous avez un certain nombre d'autres États d'Afrique, pour l'instant, qui ne savent pas comment, effectivement, naviguer entre ces puissances autoritaires, qui ont, pour certains, c'est le cas aussi en Asie centrale ou dans d'autres pays, même en Amérique latine, envie de sortir de tout cela. Mais aujourd'hui, la Chine, d'ailleurs beaucoup plus que la Russie, est capable de leur assurer une forme de développement, des investissements, etc. Donc ils ne savent pas comment se comporter. Et c'est pour ça aussi qu'il est si important, à mon avis, que la Russie soit défaite, parce que si elle ne l'était pas, vous auriez tous ces axes de puissance. Hein, l'Iran, la Russie, Corée du Nord, des groupes terroristes. Hein, on sait très bien combien, par exemple, la Russie a aussi hébergé les gens du Hamas. C'est un secret pour personne. Bon, ce serait un axe terrible qui se constituerait. Et puis les autres États un peu tangents, si vous voulez, l'Inde, des pays d'Afrique, le Brésil, etc., diraient, mais finalement, je vais aller vers le plus fort. L'Occident n'est plus crédible dans la défense de la liberté et des droits. Donc pourquoi est-ce que je miserais sur l'Occident? Autant s'allier avec ses puissances. Vous allez voir des pays comme la Serbie, dont le président Alexander Vučić assistait au défilé du 9 mai. Des gens également comme Robert Fico, président pro-russe, premier ministre pro-russe de Slovaquie. Eux, ils vont ou la Hongrie de Orban, qui vont de plus en plus miser sur la Russie. Et donc pour les États, notamment européens, qui défendent la liberté, ce serait une sorte de piège qui se refermerait sur eux. Vous soulignez également le danger d'un monde multipolaire où la Chine, la Russie, l'Iran, justement, maintiendraient une forme de posture néocoloniale, néo-impérialiste, nourrie par une logique d'asservissement. Est-ce que, malgré tout, on peut considérer que, du fait que les zones de conflictualité dans le monde se multiplient, est-ce que certains petits États fragiles, petites nations fragiles, pourraient considérer comme une assurance vie le fait d'accepter, malheureusement, le joug de Pékin, de Téhéran ou Moscou, au moins de ne pas en contester les ambitions géopolitiques? Alors, je pense que ce serait effectivement extrêmement malvenu de leur part, parce que ça les mettrait dans une situation de soumission, de dépendance. On le voit avec notamment les pays d'Asie centrale, qui étaient dans l'orbite russe, qui pour certains cherchent à s'en émanciper, mais qui tombent de plus en plus dans l'orbite chinoise. Mais certains d'entre eux essayent de dire, mais ils essayent d'attirer, par exemple, très concrètement, des investissements européens, parce qu'ils considèrent que c'est ça leur planche de salut. Parce que s'ils restent complètement dépendants des investissements ou de la protection de ces pays-là, ils ne pourront strictement rien faire. Quand vous voyez des pays comme le Tadjikistan, qui est directement menacé, par exemple, par les talibans d'Afghanistan, est-ce qu'ils considèrent véritablement que l'assurance russe peut être valide? Non. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont bien compris que la Russie n'ira pas à leur secours. Il y a une très grande lucidité de ces petits États, finalement. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une vulnérabilité, mais je pense qu'ils perçoivent bien que l'assurance vie, comme vous dites, je pense que ça ne viendra pas de ces puissances-là. Parce que ces puissances-là, en fait, n'agissent qu'en fonction de leurs intérêts propres. Et puis en plus que la Russie, on le voit sur le plan militaire, est quand même extrêmement affaiblie. Que la Chine n'aurait pas nécessairement envie non plus d'intervenir dans un pays comme le Tadjikistan. Il y a 2 petites bases chinoises, par exemple, dans ce pays, mais ce n'est pas grand-chose. Les assurances-vie, elles viendront des autres grandes puissances moyennes, surtout si les États-Unis manifestent de plus en plus leur abstention ou leur absence de désir d'implication dans la plupart des conflits. Les autorités taïwanaises se sont lancées dans une réorganisation en urgence de leurs forces armées en vue d'une éventuelle invasion chinoise d'ici 2027. On évoque aussi un blocus. Nicolas Tanzer, la prochaine crise probablement se passera à Taïwan? Ce sera à mon avis au-delà d'autres crises régionales, comme on l'a vu avec l'Inde et le Pakistan par exemple, mais je pense, et du Moyen-Orient bien sûr, je pense que c'est une crise absolument majeure. C'est-à-dire que, et là aussi je pense que ce qui va survenir en Ukraine va être déterminant, parce que ça va constituer un signal, dans un sens ou dans un autre, qui va être donné à Pékin. Et je pense que nous aussi Européens, et les Américains bien sûr aussi, les autres puissances, auraient intérêt à considérer de manière beaucoup plus officielle que Taïwan est notre allié. Je trouve qu'on a eu une politique... comment le dire, teintée de couardise vis-à-vis de Taïwan. Taïwan est quand même
la grande démocratie de l'Asie du Sud-Est, avec bien sûr le Japon et la Corée du Sud, au-delà de leurs défauts, mais c'est quand même une grande démocratie. En termes de liberté de la presse, c'est un pays qui est quasiment à la tête des classements. C'est le seul pays d'Asie à avoir libéré le mariage pour tous, par exemple, légalisé. Enfin, vous avez quand même énormément de signes. Et est-ce qu'on pourrait laisser tomber Taïwan ? Je pense que là aussi, vous avez un vrai sujet de crédibilité qui aujourd'hui est absolument déterminant aujourd'hui. Le fait que Joe Biden et puis Donald Trump, notamment après son élection, ait eu des mots extrêmement durs vis-à-vis de Taïwan, pour ce dernier en tout cas, le fait qu'ils aient considéré que le bouclier, ce qu'on appelle le bouclier de silicium de Taïwan, à savoir la société de semi-conducteurs TSMC, doivent investir massivement aux États-Unis, est-ce que ça suggère, selon vous, que l'on se prépare sans forcément l'assumer à Washington? On se prépare à une crise majeure qui aurait des conséquences économiques d'autant plus importantes que la dépendance entre les deux économies, sur ce point-là, sur le plan tech, est importante. Oui, et je pense que ça signale aussi autre chose. D'abord, effectivement, la crainte d'une crise majeure où Taïwan pourrait ne plus être le producteur que l'on sait, notamment des semi-conducteurs. C'est quand même plus de 50% quand même aujourd'hui du marché mondial. Enfin, vous avez quand même derrière un autre problème de sécurité qui est le détroit de Taïwan, par lequel passe à peu près 60% des supertankers mondiaux. Bon, il y a ça, mais il y a aussi une vision purement économique. C'est-à-dire qu'on voit très bien que dans toute la philosophie de Donald Trump, enfin, ça a été un peu évoqué juste avant, en fait, ce qui importe, ce sont les liens économiques. Mais la défense de la liberté, la défense de la démocratie, que ce soit à Taïwan, que ce soit dans le Xinjiang, avec les massacres commis contre les Ouïghours, que ce soit sur les Tibétains, que ce soit sur la violation par la loi cellulaire sécurité de l'accord de rétrocession de Taïwan de Hong Kong de 1997. Voilà, tout ceci n'importe pas à ses yeux. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire que Trump est prêt, en fait, à sacrifier, au nom d'intérêts économiques, la liberté des peuples. Est-ce que la politique de Trump de droits de douane et les coupes majeures sur les budgets d'aide internationale sont en mesure, selon vous, d'ébranler deux des aspects les plus décisifs de l'affirmation de la puissance américaine, à savoir sa force de frappe économique, mais aussi son soft power? Alors, je pense que ce sont deux questions un tout petit peu différentes. Je pense que sur la question des droits de douane, j'ai l'impression que Trump, en raison de la pression d'un certain nombre de ses gros financeurs de sa campagne, va notamment dans le monde de la tech. Voilà, va probablement, je dirais, voilà, le milieu de la tech va évoluer quand même sur sa position. Et que là, il va se ranger à une position de plus en plus pragmatique, d'autant que l'on voit que des États, y compris d'ailleurs l'Union européenne, sont quand même capables de lui tenir tête, de lui répliquer, et que je ne pense pas que ça va être le facteur de disruption absolument majeure des décennies à venir ou des années à venir. En ce qui concerne en revanche la suppression, par exemple, de l'USAID, c'est-à-dire le département d'aide au développement américain, le fait qu'un grand nombre d'agences aussi qui finançaient les ONG, qui œuvraient pour la défense des droits de l'homme, de soutien aux journalistes dans des pays totalitaires ou autoritaires, qui finançaient également des ONG pour la défense, je dirais, des droits de l'homme. Tout ceci, là, affaiblira énormément, je pense, effectivement, ce fameux soft power. Ajoutons aussi l'accueil des étudiants étrangers. Vous savez, si vous regardez au cours des 25 dernières années, les prix Nobel dans le domaine scientifique, donc médecine, chimie, physique, etc., vous avez 40% des gens qui venaient d'autres pays. Je veux dire, l'apport quand même scientifique, intellectuel aux États-Unis, il vient de l'immigration. Ce qui n'a pas échappé à Emmanuel Macron. Voilà, exactement. Et les étudiants étrangers, je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même ça. Est-ce que si vous êtes... Moi, je voyais les rêves des étudiants français, beaucoup d'entre eux, des meilleurs, c'est un jour d'aller aux États-Unis, surtout. Enfin, il y a quelques autres pays, mais enfin, surtout d'aller là. Aujourd'hui, c'est un rêve largement évanoui. Vous n'avez plus beaucoup d'étudiants français qui disent « Ah, mais je rêve d'aller à Harvard ». Et puis en plus, si vous avez de plus en plus de restrictions, ça deviendra impossible. Le vrai sujet pour l'Europe, notamment, mais aussi pour des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, c'est comment, notamment dans les pays en développement, et notamment les pays d'Afrique, on va pouvoir remplacer l'aide disparue qu'accordent les États-Unis. Je pense que ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que si... finalement, le trou est rempli par des puissances comme la Chine, voire même d'ailleurs la Turquie ou les Émirats, enfin comme essentiellement la Chine, je pense qu'on va beaucoup perdre en termes d'influence des démocraties.
en termes de lutte contre la corruption aussi, comme très importante dans ces États, parce que quand vous avez des réseaux de corruption mondiaux, c'est là-dessus que se greffent aussi un certain nombre de mafias, de réseaux de crimes organisés, qui après déstabilisent les démocraties. Bien, si nous ne sommes pas capables de remplacer les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, on a des vraies inquiétudes, au-delà, effectivement, de cette perte de soft power américain. Merci beaucoup, Nicolas Tanzor, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre paru aux éditions de l'Observatoire, Fin de la politique des grandes puissances. Merci d'avoir été avec nous dans Géopolitique, le MAG. À très bientôt sur Radio J. Merci, Steve Nadjar.